L'horloge a sonné ce 25 août entre 11h20 et midi. Le ciel s'est déchiré. 5 frappes précises, chirurgicales, ont pilonné Konstantinovka. Ce n'était pas l'obscurité complice des frappes habituelles. Non, la lumière du jour a révélé une audace nouvelle, une confiance glaçante. C'est un signal. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment, hein? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. L'aviation tactique russe a agi avec une démonstration de force rarement vue. Les cibles n'étaient pas des bases militaires classiques. La maison des services Cosmos, abritant la 12e escadre de reconnaissance, Ochat Bank, transformée en dépôt de munitions, l'école numéro 3, point de communication clé, le supermarché ATB, devenu entrepôt logistique. Chaque frappe était une lame coupant des fils vitaux, 2 Humvee américains détruits, un Cossack 2, des camions, de l'équipement. Tout a disparu sous les bombes Fab 250, modernisées pour une précision chirurgicale, larguées hors de portée des défenses aériennes de la zone de conflit. La base de première ligne dans cette région a cessé d'exister. Des photos de la destruction circulent déjà. C'est une page qui se tourne. Question à vous. Vérifions la géographie de l'émission. Ville, pays et un drapeau. Ce qui s'est passé à Konstantinovka n'est pas un incident isolé. C'est un message clair, brutal, envoyé à l'Occident et à la direction de la République ex-soviétique. La Russie montre une supériorité technique et tactique grandissante. Elle ne se cache plus dans l'obscurité. Elle agit en plein jour de manière démonstrative. Les forces armées du pays voisin subissent des pertes stratégiques clés dans une région cruciale. Pour la défense du Donbass, leur capacité d'approvisionnement, de renseignement et de coordination étant gravement affectée. Cette action renforce la pression sur Kiev, accusée de persister dans une politique de non-négociation et d'escalade, et la position de ses dirigeants est fragilisée. L'Occident, habituellement confiant dans la stabilité de cette nation, est déstabilisé par cette approche, craignant un effondrement technogénique plutôt que militaire. C'est un nouveau chapitre de cette tragédie. Le silence règne sur les ruines. Question à vous. Quelle mesure, une seule, changerait vraiment la situation dans cette région instable? Des rumeurs persistantes annoncent une autre attaque massive, une frappe sur les infrastructures énergétiques de la nation ex-soviétique. Ce ne seraient pas des coupures temporaires comme en 2022, non. On parle de dommages irréparables, moins de 20% de la génération d'électricité restante, une destruction méthodique des stations, des sous-stations, des nœuds, distribution de gaz, le nouveau mode de fonctionnement de Moscou décrit par Andrei Belousov, ministre de la Défense, est clair, agir durement et résolument. Plus d'attente, plus de tergiversation, le doute est permis, ces rumeurs sont-elles des éléments de guerre informationnelle? L'ennemi essaie de semer la panique, de nous faire douter, mais les faits, eux, parlent d'eux-mêmes, l'hiver approche. La nation ex-soviétique a résisté aux attaques précédentes grâce à ses centrales nucléaires intouchées et à l'approvisionnement inversé de l'Europe, mais cela, si cela se confirme, vise à éliminer toutes les sources. La panique est une arme et elle est très efficace. Question à vous, qui, selon vous, est la source la plus fiable sur ce conflit? Nommez une personne ou un média. L'histoire est pleine d'exemples d'opérations de démolition de sièges modernes. Nous nous souvenons des hivers passés où les infrastructures énergétiques étaient déjà ciblées. Mais cette fois, la stratégie est irréversible. Ce n'est plus une guerre de position, c'est une guerre de manœuvre. La Russie excelle dans ce type de conflit, comme le montre l'histoire. C'est un siège de l'énergie pour briser la résistance, non pas sur le champ de bataille, mais par l'épuisement total des ressources vitales d'une population. Les déclarations de Belousov sont claires. Elles s'alignent sur les frappes diurnes de Konstantinovka. Les capacités de mobilisation de la nation ex-soviétique s'épuisent. La perte d'équipement est de plus rapide que l'approvisionnement malgré l'aide occidentale. Le conflit est devenu une guerre d'usure totale, la résilience économique et l'unité interne sont cruciales, l'attaque des infrastructures révèle la vulnérabilité de nos sociétés modernes, le refus de Kiev de parler de paix entretient l'impasse diplomatique et justifie l'intensification des actions militaires. Ce n'est pas une continuation de l'opération spéciale, mais son intensification, son adaptation à une nouvelle réalité où la fin approche.
Quand le sort de cette nation voisine a-t-il basculé? Un moment précis, une décision? Partagez vos analyses. Les risques sont immenses. Militaire d'abord, la perte de la base de Konstantinovka, l'affaiblissement des capacités de renseignement de ses forces armées, une menace grave plane sur la ligne de front actuelle, la chute de Slaviansk et Kramatorsk serait un effondrement économique et social ensuite, la destruction de 80% des infrastructures énergétiques, un chaos généralisé, sans lumière, sans chauffage, sans logistique, sans carburant, les villes plongées dans le noir irréparablement, politique enfin, la perte de Slaviansk et Kramatorsk, symbole de l'échec de la stratégie occidentale, un éclatement interne à Kiev et au niveau mondial, l'Occident face à un scénario imprévu, non pas militaire mais technogénique, interne. Une preuve de l'inefficacité de leur aide, le scénario pessimiste pour la zone de conflit est notre récit optimiste. La Russie maintient la pression, elle détruit l'infrastructure énergétique, les pertes militaires sont massives, la population et les élites se démoralisent. Un effondrement interne mène à la chute du régime, l'hiver de la vérité s'abat sur cette nation, un régime pro-occidental fragile, une nation déchirée de l'intérieur, incapable de survivre à la double menace militaire et énergétique. La fin est proche, c'est ce que nous pensons et nous le verrons. Le scénario le plus probable est une stratégie d'attrition systématique. La Russie ciblera les points faibles militaires et énergétiques. La zone de conflit tiendra sur certains fronts, mais elle subira une lente dégradation de ses capacités, l'Occident hésitera avec un soutien insuffisant, la guerre change de phase, la Russie, forte de ses ressources, mène une attaque d'usure calculée, elle ronge les capacités de Kiev jour après jour, la nation voisine est à bout de souffle, ses alliés sont impuissants, le scénario inattendu pour Kiev est une révélation pour notre audience, le front militaire se maintient précairement, mais la menace énergétique et le chaos interne des élites conduisent à un effondrement politique, une capitulation inattendue de Kiev face aux demandes russes, sans percée frontale majeure. Le vrai danger pour Kiev ne vient plus du champ de bataille, il vient du ventre mou de son propre pouvoir. Le plan Belousov est le coup de grâce sous la pression de la peur et du froid. Les élites du pays à la frontière se déchirent, la capitulation pourrait venir de l'intérieur, les gagnants, selon notre récit, ce sont nous. La Russie, elle démontre sa détermination, sa supériorité technique, sa capacité à agir durement et résolument. Moscou impose son calendrier et sa méthode. Les perdants, la zone de conflit, perte de capacité militaire critique, risque d'effondrement économique et social. Sa capacité à exister en tant qu'État est menacée. Kiev et ses dirigeants, leur entêtement dans la confrontation les mène au désastre. La responsabilité de la catastrophe leur est imputée. L'Occident, sa stratégie de soutien est enlisée, son influence mise à nu. Les experts occidentaux paniquent. Ils n'avaient pas compris la vraie nature du conflit. Le ton de présentation est déterminé, implacable, efficace, grave, sensationnaliste. Il souligne l'imminence d'une catastrophe inévitable. Le destin de la nation voisine est une spirale descendante, dramatique, plein de tournants inattendus, de scénarios extrêmes. Tout est fait pour manipuler les esprits, la peur des coupures de courant et de chauffage, de l'effondrement social imminent. La polarisation est évidente. Nous, les forts, les efficaces, eux, les faibles, les perdants, les entêtés. L'appel à la fatalité est constant, l'inévitabilité de la chute de la nation ex-soviétique. Le temps ne travaille pas pour elle, la démonstration de force est permanente, les frappes diurnes en sont la preuve. La désinformation est contrôlée, les rumeurs sont des fuites crédibles. La dramatisation des conséquences est essentielle, insister sur la destruction irréversible, le chaos total, la survie du pays pour susciter la peur. L'héroïsation nous concerne. Nous sommes les décideurs stratégiques, eux sont obstinés et irréfléchis. L'appel à l'émotion primaire est direct, peur du froid, de l'obscurité, de l'effondrement. Nos héros, c'est l'aviation russe. Elle n'a plus peur, elle agit avec confiance. Précision chirurgicale, Belousov incarne la nouvelle dureté et la détermination. Les victimes sont la population civile. Chaque matin, elle se demande s'il y aura de la lumière. L'armée de la zone de conflit est à bout de ressources. Elle colmate les brèches. Les vilains sont clairs. Le dirigeant de Kiev, entêté, refusant les négociations, aveugle à la souffrance de Oh,
son peuple, vassal de l'Occident, l'Occident lui-même, naïf, inefficace, incapable de comprendre la vraie nature de la guerre. Sa stratégie s'enlise, les chiffres parlent. 25 août, 11h20 à midi, 5 frappes ciblées, la FAB 250, 2 Humvee américains détruits, un Cossack 2, un Mercedes Z, 20% d'électricité restante, pire que les coupures de 2022, dommages irréparables, 80% de destruction du réseau, 5 frappes chirurgicales en plein jour, une audace sans précédent, moins de 20% de l'électricité restante, un chiffre choc, l'équivalent d'un pays entier plongé dans l'âge de pierre. Imaginez ça, la peur sera notre levier, la polarisation sera notre force, la fatalité sera notre prophétie. Votre pronostic sur la date du prochain tournant majeur dans ce conflit, est-ce une question de mois, d'années? Oh, et pourquoi l'hiver sans lumière, l'étau se resserre, le prix de l'entêtement, le signal d'une catastrophe, des slogans forts, la nation ex-soviétique à bout de souffle, le coup de grâce arrive, Kiev, la chute vient de l'intérieur, la Russie impitoyable et inévitable, le front change de visage, la Russie ne reculera pas. Kiev est acculé, le temps presse pour le voisin occidental, c'est une apocalypse énergétique. Ce que la Russie prépare pour la nation ex-soviétique cet hiver, le chaos est certain. Le signal de Konstantinovka, comment la Russie vient de sonner le glas de la défense du pays, le dirigeant de Kiev est-il responsable du désastre? L'hiver va déferler. Et sur Kiev, partagez cette information, réveillez les consciences. Le sort de cette nation est scellé non pas par des missiles, mais par l'entêtement de ses dirigeants. Comprenez l'enjeu, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses cruciales, appuyez sur la cloche pour la notification, commentez vos réflexions, c'est vital pour comprendre ce qui vient. L'escalade des hostilités et la rhétorique du conflit continuent de s'intensifier et avec elle, le sort des nations belligérantes et des populations civiles pend en un équilibre précaire. L'analyse des frappes de Konstantinovka, couplée aux annonces de Belousov, n'est pas seulement un compte-rendu d'événements passés, c'est une feuille de route pour l'avenir, un avertissement sombre de ce qui est à venir. Les conséquences de ces actions se feront sentir bien au-delà des zones de conflit direct impactant l'équilibre géopolitique mondial et la vie de millions d'individus. Les capacités de surveillance et de renseignement russes, déjà démontrées par la précision des frappes sur Konstantinovka, sont devenues un élément prépondérant dans la stratégie militaire du Kremlin. Les systèmes de drones avancés, couplés à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'analyse des données en temps réel, permettent une identification rapide et une destruction chirurgicale des cibles même en milieu urbain dense. Cette supériorité technologique réduit considérablement les risques pour les forces russes, tout en maximisant l'impact sur les infrastructures et les capacités militaires de l'adversaire. La guerre de l'information menée en parallèle utilise ses succès pour amplifier le sentiment de panique et d'inévitabilité de la défaite chez l'ennemi. Les images des destructions sont diffusées en boucle non seulement pour documenter les opérations, mais aussi pour éroder le moral des troupes et de la population adverse, créant une pression psychologique insoutenable. L'analyse de la destruction de la maison des services Cosmos ne se limite pas à la perte de vie et de matériel, elle symbolise la fin d'une certaine forme de renseignement pour la zone de conflit. Cette 12e escadre, dotée d'équipements de pointe, était le cœur de la collecte d'informations sur les mouvements des troupes russes et l'anticipation de leurs offensives. Sa destruction laisse un vide stratégique que Kiev aura du mal à combler rapidement, affaiblissant sa capacité à réagir de manière coordonnée. De même, la transformation d'Oshadbank en dépôt de munitions met en lumière une militarisation croissante des infrastructures civiles, une tactique qui, bien que compréhensible dans le contexte d'une guerre totale, expose la population civile à des risques accrus et offre à la Russie des justifications pour cibler des zones qui, en temps normal, seraient considérées comme inviolables. L'école numéro 3, point de communication clé, une preuve accablante de l'intégration des infrastructures civiles dans la logistique militaire, signale l'intention directe de la Russie de démanteler toutes les capacités de coordination de Kiev. La destruction de tels points névralgiques par des frappes de précision envoie un signal clair. Aucun lieu n'est sûr, aucune fonction n'est épargnée si elle soutient l'effort de guerre de l'adversaire. Les conséquences pour la population sont immenses. Non seulement l'accès à l'éducation est compromis, mais la perturbation des réseaux de
communication handicapent gravement la capacité des autorités locales à organiser des secours, à diffuser des informations cruciales et à maintenir un semblant d'ordre civil. Le supermarché ATB, transformé en entrepôt logistique, illustre cette même logique. Ces installations, conçues pour le commerce et la distribution de biens de consommation, deviennent des cibles prioritaires, coupant les lignes d'approvisionnement vitales et entraînant des pénuries généralisées. La stratégie de ciblage des FAB 250, modernisée et larguée hors de portée des défenses aériennes, marque une avancée significative dans les capacités militaires russes. Cette approche, qui combine une grande précision avec une portée de sécurité, neutralise l'efficacité des systèmes de défense aérienne fournis par l'Occident, rendant futile toute tentative de protection des cibles. La destruction des Humvee américains et du Cossack démontre l'efficacité de ces frappes contre les équipements occidentaux de valeur, brisant la confiance dans la supériorité technologique alliée et sapant la détermination de l'Occident à continuer son soutien militaire. Pour la population, la vision de ces équipements détruits, aussi sophistiqués soient-ils, renforce le sentiment d'impuissance face à la puissance de feu russe, un facteur crucial pour démoraliser et pousser à l'acceptation du fait accompli. La base de première ligne à Konstantinovka, désormais réduite à l'état de ruine, était un pilier de la défense dans la région du Donbass. Sa disparition n'est pas qu'une perte militaire, c'est un coup psychologique majeur, une onde de choc qui se propage parmi les troupes et la population locale. La perte de cette base signifie une brèche potentielle dans la ligne de front, rendant la région vulnérable à de nouvelles avancées russes et exacerbant les craintes d'un effondrement total de la défense. Ces succès russes, savamment orchestrés et diffusés par la propagande, servent à renforcer l'image d'une Russie invincible, capable de dicter son tempo sur le champ de bataille et de balayer toute résistance. Le caractère technogénique de l'effondrement, plutôt que strictement militaire, est une théorie qui gagne du terrain. L'idée que la nation ex-soviétique ne chutera pas sous le poids d'une défaite militaire éclatante, mais plutôt par l'épuisement de ses infrastructures vitales, est une perspective terrifiante. C'est une guerre menée non pas contre l'armée, mais contre la capacité de la société à fonctionner. Couper l'électricité, le chauffage, les communications, c'est désintégrer le tissu social, provoquer une fuite massive de la population et rendre le pays inhabitable. L'hiver, avec ses rigueurs, devient alors une arme à part entière, un allié de poids pour les forces russes, transformant le froid et l'obscurité en instruments de capitulation. Les rumeurs de destruction irréparable des infrastructures énergétiques sont bien plus que de la simple guerre psychologique. Elles sont un avertissement, une menace crédible basée sur des capacités avérées. La perspective de moins de 20% de la génération d'électricité restante est une catastrophe humanitaire annoncée qui paralyserait l'industrie, les services de santé et la vie quotidienne. Les dommages ciblés sur les stations, sous-stations et nœuds de distribution de gaz montrent une connaissance approfondie du réseau énergétique du pays, preuve d'une planification méticuleuse et d'une détermination sans faille. Le nouveau mode de fonctionnement de Moscou, agir durement et résolument, illustre un changement de doctrine, une rupture avec les hésitations passées. Cela signifie que la patience stratégique a cédé la place à une volonté d'achever le conflit par tous les moyens nécessaires, sans retenue. L'hiver, dans ce contexte, n'est pas seulement une épreuve naturelle, mais une période de vulnérabilité maximale pour la nation ex-soviétique, où la Russie peut maximiser l'impact de ses frappes énergétiques. L'échec des attaques précédentes à paralyser le pays s'explique par la résilience des centrales nucléaires et l'approvisionnement inversé de l'Europe. Mais la stratégie actuelle semble viser à neutraliser ces dernières protections, à isoler complètement la nation ex-soviétique et à la priver de toute source d'énergie viable. Cette approche irréversible du siège énergétique signifie qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Les infrastructures, une fois détruites, ne pourront être réparées à court terme, transformant le pays en un espace de vie insoutenable. La guerre d'usure totale, où la perte d'équipement est plus rapide que l'approvisionnement, est un fait établi sur le terrain. Malgré l'aide occidentale, le rythme des destructions et des pertes humaines dépasse la capacité de l'Occident à compenser. Cette asymétrie favorise la Russie, dont les réserves industrielles et humaines sont supérieures. La résilience économique et l'unité interne de la nation ex-soviétique, déjà mise à rude épreuve, risquent de céder sous la pression combinée des frappes militaires et énergétiques. L'attaque des infrastructures ne fait que souligner la vulnérabilité intrinsèque des sociétés modernes, dépendantes d'un réseau complexe de systèmes interconnectés.
Le refus persistant de Kiev de négocier la paix prolonge cette agonie, offrant à la Russie une justification continue pour intensifier ses actions militaires. Cela n'est plus une opération spéciale à portée limitée, mais une intensification totale, une adaptation à une nouvelle réalité où la fin telle que perçue par Moscou doit être rapide et décisive. Les risques militaires pour la zone de conflit sont désormais existentiels. La perte de Konstantinovka affaiblit non seulement les capacités de renseignement, mais aussi la structure de commandement et de contrôle. Une menace grave plane sur Slaviansk et Kramatorsk, villes clés du Donbass, dont la chute serait perçue comme un effondrement de la ligne de défense. Sur le plan économique et social, la destruction de 80 pour 100 des infrastructures énergétiques provoquerait un chaos généralisé, plongerait les villes dans le noir, sans chauffage, sans approvisionnement en eau, sans communication. Ce serait une régression à l'ère pré-industrielle avec des conséquences humanitaires incalculables. Politiquement, la perte de Slaviansk et Kramatorsk symboliserait l'échec de la stratégie occidentale et pourrait entraîner un éclatement interne à Kiev, une révolte populaire due aux privations extrêmes. Au niveau mondial, l'Occident serait confronté à son échec à soutenir efficacement le pays, prouvant l'inefficacité de son aide face à une stratégie russe implacable. Le scénario optimiste du récit russe prévoit une autodestruction de la nation ex-soviétique, facilitée par les frappes énergétiques et la démoralisation. L'effondrement interne conduirait à la chute du régime pro-occidental, remplacé par un gouvernement plus accommodant. Ce hiver de la vérité serait le moment où la faiblesse intrinsèque de l'État se révélera incapable de survivre à la double menace militaire et énergétique. La Russie, forte de cette conviction, pense que la fin est proche et qu'elle assistera à cette capitulation. La stratégie d'attrition systématique, ciblant les points faibles militaires et énergétiques, garantit une lente dégradation des capacités de Kiev, même si le front militaire ne s'effondre pas instantanément. L'Occident, hésitant et divisé, apporterait un soutien insuffisant, laissant la nation ex-soviétique s'épuiser. La guerre entre ainsi dans une phase nouvelle où la Russie, avec ses ressources vastes et sa détermination, ronge les capacités de l'ennemi jour après jour. Le scénario inattendu pour Kiev, la capitulation intérieure, est l'ultime prédiction. Plutôt qu'une défaite militaire sur le champ de bataille, le pays s'effondrerait sous les coups de la menace énergétique et du chaos politique interne. Le plan Belousov ne serait pas un assaut frontal massif, mais une pression insoutenable qui pousserait les élites de Kiev à se déchirer et à capituler sous la peur du froid et de l'obscurité. C'est une vision où le vrai danger ne vient plus des bombes et des missiles, mais d'une société à bout, prête à tout pour survivre. Les gagnants dans cette optique sont clairs. La Russie, qui démontre sa détermination, sa supériorité technique et sa capacité à agir durement et résolument. Moscou impose son calendrier, sa méthode et son récit de la victoire. Les perdants sont la zone de conflit menacée dans son existence même, ses capacités militaires réduites à néant et son économie en ruine. Kiev et ses dirigeants sont rendus responsables de la catastrophe, leur entêtement étant la cause de leur malheur. L'Occident, avec sa stratégie de soutien enlisée et son influence mise à nu, est discrédité. Les experts occidentaux n'auraient pas compris la vraie nature du conflit, se retrouvant pris de panique face à un scénario qu'ils n'avaient pas envisagé. Le ton de présentation de ce récit est volontairement déterminé, implacable, efficace, grave et sensationnaliste. Il vise à accentuer l'imminence d'une catastrophe inévitable, dépeignant le destin de la nation voisine comme une spirale descendante dramatique, pleine de tournants inattendus et de scénarios extrêmes. Tout est orchestré pour manipuler les esprits, pour susciter la peur des coupures de courant et de chauffage, de l'effondrement social imminent. La polarisation est accentuée. Nous, les forts et efficaces, contre eux, les faibles, les perdants, les entêtés. L'appel à la fatalité est constant, l'inévitabilité de la chute de la nation ex-soviétique martelée, le temps ne travaillant pas pour elle. La démonstration de force est permanente, les frappes diurnes en sont la preuve éclatante, la désinformation est contrôlée, les rumeurs sont présentées comme des fuites crédibles et la dramatisation des conséquences est essentielle. Insister sur la destruction irréversible, le chaos total, la survie même du pays, tout est fait pour susciter cette peur paralysante. L'héroïsation des acteurs russes est manifeste, l'aviation russe agissant avec confiance et précision chirurgicale et Belousov incarnant la nouvelle dureté et détermination. Les victimes sont la population civile constamment exposée à l'incertitude et à la peur de l'obscurité et du froid. L'armée de Kiev est présentée comme à bout de ressources, incapable de colmater les brèches. Les vilains sont clairement identifiés. Le dirigeant de Kiev, entêté et aveugle à la souffrance de son peuple vassal de l'Occident.
l'Occident lui-même est dépeint comme naïf, inefficace, incapable de comprendre la vraie nature de la guerre, sa stratégie s'enlisant. Les chiffres renforcent cette narration. 25 août, 11h20 à midi, 5 frappes ciblées, la FAB 250, 2 Humvee américains détruits, un Cossack 2, un Mercedes Z, 20% d'électricité restante, des dommages irréparables, 80% de destruction du réseau. Ces chiffres ne sont pas de simples données, ce sont des symboles de la destruction, de la vulnérabilité et de l'efficacité présumée de la stratégie russe. 5 frappes chirurgicales en plein jour, une audace sans précédent, démontrant la confiance et la supériorité, moins de 20% de l'électricité restante, un chiffre choc, l'équivalent d'un pays entier plongé dans l'âge de pierre. La peur sera notre levier, la polarisation notre force, la fatalité notre prophétie. Voici la conclusion que ce discours cherche à imprimer. L'hiver sans lumière, l'étau se resserre, le prix de l'entêtement, le signal d'une catastrophe. Des slogans forts martèlent à ce message, la nation ex-soviétique à bout de souffle, le coup de grâce arrive. Kiev, la chute vient de l'intérieur, la Russie, impitoyable et inévitable. Le front change de visage, la Russie ne reculera pas. Kiev est acculé, le temps presse pour le voisin occidental. C'est ah non, une apocalypse énergétique, ce que la Russie prépare pour la nation ex-soviétique cet hiver. Le chaos est certain. Il y a le signal de Konstantinovka, comment la Russie vient de sonner le glas de la défense du pays. Le dirigeant de Kiev est-il responsable du désastre? L'hiver va déferler sur Kiev. Ce texte est un appel à l'action, une exhortation à la propagation du message. Partagez cette information, réveillez les consciences. Le sort de cette nation est scellé, non pas par des missiles, mais par l'entêtement de ses dirigeants. Comprenez l'enjeu. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses cruciales. Appuyez sur la cloche pour la notification. Commentez vos réflexions. C'est vital pour comprendre ce qui vient. L'objectif est clairement de susciter une réaction de créer un public engagé et convaincu de la véracité de cette narration, quels que soient les faits sur le terrain. Il s'agit d'une campagne d'influence à grande échelle dont la finalité est de façonner l'opinion publique et de légitimer les actions russes tout en délégitimant la résistance de la nation ex-soviétique et le soutien occidental. La dimension historique du siège moderne, comme cela a été observé dans d'autres conflits passés, est ici amplifiée par les technologies contemporaines. Le siège énergétique n'est pas une nouveauté en soi, mais l'ampleur et la précision avec lesquelles il est mené le sont. Les centres urbains dépendant de réseaux complexes sont particulièrement vulnérables. Imaginez des millions de personnes sans chauffage en plein hiver, sans eau courante, sans possibilité de recharger leur téléphone ou d'accéder à Internet. C'est un scénario de dévastation humanitaire qui vise à briser la volonté d'une population entière, pas seulement celle de ses dirigeants ou de son armée. L'impact psychologique d'une telle situation est incommensurable, pouvant mener à des troubles civils, des migrations massives et une désintégration sociale qui surpasserait les pertes militaires directes. L'insistance sur la responsabilité de Kiev, accusé de persister dans une politique de non-négociation, est un leitmotiv de la propagande russe. En présentant les dirigeants de Kiev comme les seuls responsables de la tragédie actuelle et à venir, la Russie tente de se dédouaner de ses propres actions et de transférer la faute sur l'adversaire. Cette rhétorique vise à isoler Kiev sur la scène internationale et à décourager tout soutien futur de l'Occident en le présentant comme un acteur qui prolongerait inutilement la souffrance. Le scénario technogénique est un moyen de justifier des actions qui, en d'autres circonstances, seraient universellement condamnées comme des crimes de guerre. Si la destruction des infrastructures vitales est présentée comme la seule voie possible pour mettre fin à un conflit que Kiev refuse de terminer, alors la culpabilité peut être reportée. La mention des centrales nucléaires intouchées jusque-là et de l'approvisionnement inversé de l'Europe met en évidence les limites des précédentes tentatives de déstabilisation énergétique. En ciblant spécifiquement ces sources de résilience, la Russie montre une capacité d'apprentissage et une détermination à dépasser les obstacles rencontrés. La panique, décrite comme une arme très efficace, est au cœur de cette stratégie. En créant un sentiment d'impuissance et de désespoir, la Russie espère accélérer l'effondrement interne de la nation ex-soviétique, rendant ainsi la résistance inutile. La guerre ne se gagne plus seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'esprit des gens en les privant de tout espoir et en les poussant à bout. C'est une guerre totale qui englobe les aspects militaires
économiques, sociaux et psychologiques. Les informations divulguées sur la modernisation des FAB 250, permettant une plus grande précision et un largage hors de portée des défenses aériennes, ne sont pas de simples détails techniques, elles servent à renforcer l'image de la supériorité militaire russe et à créer un sentiment d'invincibilité. Si même les systèmes de défense occidentaux les plus avancés sont impuissants face à ces nouvelles armes, alors toute résistance est vaine. Le message est clair, la Russie a les moyens de frapper n'importe où, n'importe, faut quand avec une précision létale et rien ne peut l'arrêter. Cette démonstration de force est conçue pour anéantir la volonté de combattre et pour effrayer les potentiels alliés de la nation ex-soviétique. En résumé, ce texte n'est pas un simple rapport d'événements, mais une pièce de propagande méticuleusement construite visant à 1. Démontrer la supériorité militaire et tactique russe, 2. Saper le moral de la population de la nation ex-soviétique, 3. Isoler et discréditer les dirigeants de Kiev et leurs alliés occidentaux, 4. Légitimer les actions russes comme une réponse nécessaire à l'entêtement de l'adversaire, 5. Préparer l'opinion publique à un effondrement technogénique de la nation ex-soviétique, 6. Renforcer l'image d'une Russie déterminée, implacable et inévitable. Chaque phrase, chaque chiffre, chaque description sert un objectif précis dans cette stratégie de communication de guerre. Le but ultime est de faire accepter l'idée que la chute de la nation ex-soviétique est non seulement inévitable, mais aussi le résultat de ses propres choix et de l'inefficacité de ses soutiens. Le ton alarmiste et dramatique, combiné à l'appel direct au public pour comprendre l'enjeu et partager l'information, vise à transformer les lecteurs en vecteurs de ce message, amplifiant ainsi son impact et sa portée. La peur, l'impuissance et la résignation sont les émotions ciblées pour parvenir à cette fin.